Chères auditrices et chers auditeurs de la robe numérique, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Cependant, vous allez vous rendre compte qu'il est un peu particulier. Alors, un petit mot sur cet épisode parce que comme vous l'entendrez, c'est pas moi qui anime. Exceptionnellement, j'avais dû passer à mon associée et cofondatrice Justine Cabanis le micro sans préparation et elle l'a fait avec beaucoup de générosité et le professionnalisme qui la caractérise. Donc merci encore Justine d'avoir accepté ça. Ensuite, et bien évidemment, comme un problème ne vient jamais seul, nous avons rencontré quelques soucis techniques lors de cet enregistrement. Alors cette fois, vous n'aurez pas de vidéo. Et l'audio est un peu moins quali que d'habitude, mais bon, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, c'est pas France Culture. Nous avons fait malgré tout le choix de maintenir la diffusion de ce podcast malgré les imperfections. Nous recevons dans cet épisode Fabienne Laurenceau et Frédéric Roger, cofondateurs de Human Backstage, une agence spécialisée dans la gestion de l'incertitude. Avec eux, nous avons croisé nos regards sur un sujet qui concerne toutes les organisations, la gestion de crise. Pourquoi la frontière entre incident technique et crise médiatique a-t-elle explosé? En quoi la communication peut-elle finalement fragiliser une gestion de risque et une gestion d'incidents pourtant solide? Quels sont les angles morts que les organisations sous-estiment encore? Et ainsi, comment entraîner les équipes pour qu'elles restent lucides, coordonnées, efficaces, même quand la pression monte? Au fond, cet échange nous rappelle une chose essentielle, la crise ne se subit pas. Elle se prépare en amont, former les équipes, tester les dispositifs, aligner l'opérationnel et la com, et voilà comment tout se joue. Je vous souhaite une excellente écoute de ce podcast et nous attendons vos retours, vos remarques, vos questions hyper nombreuses. À très bientôt et bonne journée à tous. Bonjour Fabienne, bonjour Frédéric, merci d'être là avec nous pour ce nouvel épisode pour parler de la gestion de crise. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Alors Fabienne Laurenceau, moi j'ai un parcours plutôt dans le privé. J'ai travaillé 20 ans pour le groupe Vinci dans différentes branches d'activité. J'ai accompagné le groupe sur la coordination avec les différentes parties prenantes. Je m'occupais de la communication avec les différents publics sur des projets chargés médiatiquement, techniquement, politiquement, avec une opposition citoyenne également, relations médias également. Et ça fait 9 ans désormais que je suis indépendante et que je suis 2 ans que nous sommes associés avec Frédéric au sein de Human Backstage. Et moi, Frédéric Roger, moi j'ai passé 20 ans dans la gendarmerie, dont 17 au sein du GIGN comme négociateur de crise, chef de la cellule également, qui dirigeait tout un réseau de négociateurs qui se situent partout en France et Outre-mer. Et puis, il y a 5 ans, j'ai créé une première entreprise de conseil dans la gestion de crise et la négociation. Et depuis 2 ans, nous sommes associés avec Fabienne au sein du cabinet Human Backstage. Alors, nos 2 expériences, en fait, on a travaillé sur des événements intenses, de crise, avec parfois des enjeux. Et du coup, ce qu'on en ressort, c'est que la crise est un incubateur de compétences et que ça passe par l'humain. La résolution ou la gestion passe essentiellement par l'humain. Et donc, on a créé cet organisme de formation qui est à destination d'aider les humains dans la crise. On fait de la formation et de l'accompagnement opérationnel dans la gestion de crise. Ouais, c'est une agence en fait de conseil, d'accompagnement opérationnel et de formation. On a 4 piliers. On accompagne les structures sur la stratégie de communication, mais plutôt dans des contextes sensibles de changement de management, de changement de site, de changement d'actionnariat, enfin voilà, de transition, de changement en général. Mais c'est un fondamental. Donc l'accompagnement stratégie communication, la communication et la gestion de crise. Donc autant en accompagnement opérationnel, conseil qu'en formation, avec 2 types de parcours. Un parcours qui a vocation à aider les entreprises non structurées à se structurer, mettre en place une cellule de crise, former leur cellule et leurs membres évidemment, et puis s'entraîner. Et puis pour les entreprises qui sont déjà structurées, on les accompagne en fait à développer les compétences, développer l'intelligence collective, faire du média training poussé,
en partenariat avec le cours Florent. Donc ça, c'est les 2 premiers piliers. Et les 2 autres, je te laisse les présenter, Fred. Où on fait de la négociation, parce que c'est mon ancien métier. Donc la négociation, autant dans les milieux d'affaires que pour gérer l'humain, pareil. Et puis le dernier, c'est on fait du dialogue social pour aider les entreprises à structurer leur CSE pour qu'ils soient plus constructifs, avec des outils un peu particuliers pour ça. Et on aide aussi pour les NAO, les négociations obligatoires, avec les partenaires sociaux. Voilà. Super. Merci en tout cas de votre participation. L'objectif de notre conversation, c'est un peu de faire un état des lieux sur la gestion de crise, les liens entre l'aspect communication de crise, l'humain au centre de la crise, et puis les process et comment surtout faciliter une sortie de crise un peu réussie. Aujourd'hui, on a l'impression que les organisations enchaînent les crises, que ce soit des organisations privées ou publiques. Est-ce qu'on doit accepter que la crise n'est plus un accident, mais finalement la normalité et un fonctionnement différent en termes de gestion opérationnelle du quotidien ? On peut dire en fait que la crise, aujourd'hui, elle arrive plus vite qu'avant. D'abord parce qu'il y a une surface qui est exposée à la crise qui est quand même plus étendue qu'avant. Et puis aussi parce qu'on est quand même dans un univers qui est un peu en déstabilisation permanente et qui fournit les occasions de pouvoir déstabiliser les organisations au quotidien. Et du coup, les expositions médiatiques et le reste fournissent plus de chances que l'événement dérape en crise. Donc effectivement, on a beaucoup plus de départs de crise qu'avant, moins à peu près les mêmes proportions de crise profonde, mais beaucoup plus d'événements qui dérapent. Donc on peut avoir cette sensation d'avoir une déstabilisation permanente et que justement les dirigeants doivent se préparer face à ces déstabilisations permanentes. Et la com en est une cause quand même assez évidente. Je comprends. Et donc aujourd'hui, en effet, la com en est une cause évidente parce que finalement ça va plus vite et il y a du coup moins de barrières entre la crise technique ou l'incident technique et puis la crise qui ressort auprès du grand public. C'est ça qu'on adresse. C'est vrai que s'il y a 2 enseignements dont on peut tirer principalement des crises aujourd'hui, c'est que la crise n'est pas un seul événement, mais c'est un contexte avec plein d'interactions, comme le disait Frédéric à l'instant. Et en fait, on est face à autant de perceptions qu'on a de public concernés par l'événement, par la crise. Et donc cette multiplication de perceptions associée à la pluralité des outils qui nous permettent de donner notre avis, même quand c'est pas nécessaire, fait que on vire très rapidement d'une situation technique, si on parle de cyber, à finalement une situation de réputation, dans un contexte où très rapidement les gens vont se désintéresser de la vraie origine de la crise pour aller commenter la manière dont on gère la crise et la manière dont on communique sur la crise. Donc effectivement, la communication là-dedans a un rôle significatif, mais pas que, parce que communication et gestion de crise sont complètement interdépendants. Oui, bien sûr. Et on dit souvent que la com de crise, une bonne com de crise ne sauve jamais une situation, mais par contre une mauvaise com de crise peut entraîner une démultiplication des impacts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, alors nous, ce qu'on rappelle quand même à nos clients et nos partenaires, c'est que la gestion ne se fait pas sans la com. Et la com ne se fait pas sans la gestion. Et du coup, c'est quand même aux gestionnaires de décider des grands caps qui vont devoir être tenus dans cette crise, si on arrive à les déterminer, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais on peut aussi considérer que la com, elle sert ces stratégies-là. Et que si la coordination, elle n'est pas bien faite, alors il peut arriver que la com, elle sert d'autres intérêts et c'est là que ça dérape. Donc on rappelle, nous, à nos clients que tout se fait en collégialité, bien sûr en coordination, mais que la communication, c'est un outil pour aider la gestion et elle est au service de la gestion. Donc les grands caps, ils sont un peu ventilés par la communication dans son utilité qu'elle peut avoir auprès des différentes parties prenantes. Mais effectivement, la communication est essentielle. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire, on communiquera, on verra bien en fonction de... Non, pas du tout. Parce que si on ne communique pas, si l'organisation qui est confrontée à une crise ne communique pas, les autres vont s'en charger. Et a priori, ce ne sera pas dans le sens de l'histoire pour l'organisation visée. Donc oui, il est primordial de communiquer. Et c'est toute une association de subtilités, entre guillemets, qui vont d'abord, en fait, je ne vais pas me précipiter,
filtrer au risque de me prendre les pieds dans le tapis. Donc, je vais d'abord analyser, je vais écouter ce qui se dit de la situation. Je vais m'enrichir des différentes perceptions. Je vais analyser qui communique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une influence dans un sens ou dans un autre? Je vais aussi travailler mon message pour qu'il soit finalement plus fort et faire de moi un acteur crédible. Pour qu'il soit crédible, il faut aussi que le porte-parole le soit tout autant, donc et qu'il soit pas que légitime, mais qu'il ait aussi la crédibilité à porter le message. Donc c'est pas forcément le patron le plus pertinent pour le faire. Ça peut être le DSI sur une situation de cyber et complètement. Et ici, on a un quasi médiatique un peu chargé parce que l'organisation, malheureusement, n'en est pas à sa première crise. Ça peut arriver. Eh bien, aller aussi renforcer la communication par l'intervention d'un expert externe qui viendra apporter aussi son expertise et renforcer le message de l'organisation. Donc la com, c'est tout ça et sur un timing qui est justifié aussi par les circonstances. Et par épisode, parce que si on s'intéresse à une crise cyber en particulier, ce qu'on sait, c'est que dès le début, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. Exactement. C'est ça qui est compliqué souvent. Voilà. Donc, communiquer correctement. Ouais, complètement. Donc, comme une super série Netflix, eh bien, on va communiquer par épisode avec à chaque fois une information fondamentale qui nous positionnera comme un acteur incontournable de la communication sur ce sujet. Ouais. Sans s'auto-flageller en disant on est désolé. Non, pardon. Mais en étant hyper factuel. Voilà ce qui s'est passé et en se positionnant comme un acteur qui gère la situation. Je sais que c'est grave ce qui est en train de se passer. Si c'est grave, on le dit. Ou en tout cas, on le dit avec les mots qui vont bien. On montre en fait qu'on a conscience de ce qui est en train de se tramer et qu'on est sur le terrain, qu'on gère. La communication, c'est vraiment aussi un outil qui gère la communauté. C'est-à-dire la communauté qui nous regarde pendant la crise, qui regarde l'organisation, à savoir comment ça se passe. Alors, il y a des détracteurs, comme dans toute situation, mais il y a aussi ceux qui nous soutiennent et ceux qui sont neutres. Donc, la communication, elle peut avoir un message qui peut aider à faire passer une partie de la communauté d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est un vrai gestionnaire de cette communauté. Voilà. Ça veut dire qu'il faut les avoir identifier ces communautés. Il ne faut pas démarrer sa communication au moment de la crise. En général, ça, c'est plutôt mal perçu par ceux qui vont écouter à ce moment-là, pour une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'on ramène sa fraise au dernier moment. Non, il faut préparer son audition. Il faut préparer et puis être présent. Et c'est justement quand on a travaillé sa communication avant, et qu'on a anticipé ces messages de crise ou même qu'on a anticipé ces situations, eh ben, ne serait-ce que d'être présent sur les différents réseaux, ça a déjà une importance parce que déjà d'être accessible aussi pour la communauté, c'est quelque chose d'important. Donc il faut l'anticiper par sa présence, mais aussi par le déploiement des sujets au préalable. Ok. Ouais. Et au-delà de la communication pure, nous, chez nos clients, notre objectif, c'est aussi d'identifier les zones de risque en amont le plus possible pour se dire, OK, si on a une crise demain, a priori, quels seront les angles d'attaque principaux, ce qui nous permet quand même de pouvoir anticiper un peu davantage, déjà de mettre en place des mesures de sécurité le cas échéant, et puis en tout cas de pouvoir... je pense adresser une crise si elle survient de manière un peu plus organisée et en connaissance de notre écosystème de données. Si on parle d'une crise cyber qui aurait un impact sur les données personnelles, c'est sûr que si on n'a pas ces informations-là en amont, c'est autant plus compliqué de faire l'état des lieux de l'impact de la crise et donc de pouvoir la gérer. Alors, nous, on donne souvent le conseil de travailler en anticipation. Tout ce qui n'est pas anticipé sera improvisé. Ouais. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et du coup, quand c'est improvisé, c'est peut-être moins bien travaillé. Du coup, donc il y a un travail d'anticipation sur savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les richesses de l'entreprise là où elle est forte, là où elle a aussi des fragilités. Les fragilités, ça nous sert justement à éviter certaines crises parce qu'on peut les combler, on peut travailler à réduire le risque, voire l'isoler, le transférer, etc. Mais ça, c'est un travail d'analyse de risque qui se fait assez souvent au niveau des entreprises. On ne va pas toujours cataloguer quels sont nos points forts et sur lesquels on va devoir se baser pendant la crise parce que quand on ne sait rien, le seul bilan qu'on peut faire, c'est ce qu'on a, ce qu'on n'a pas et là où on sait faire les choses bien. Et en général, quand il ne nous reste pas grand-chose,
ben, on peut se baser d'abord sur ses propres avantages, c'est déjà un pilier sur lequel on peut se baser. Donc il y a un travail d'anticipation pour bien connaître ses actifs et aussi ses équipes. C'est-à-dire que ça, c'est les actifs, c'est le côté entreprise, mais la crise, nous, on croit beaucoup à l'humain, la résilience pour nous, elle passe par l'humain, et c'est d'abord une crise, c'est une équipe qui va gérer tout ça, et qui va se mettre à la tâche. Et justement, c'est intéressant aussi d'anticiper dans la connaissance de l'équipe, la composition, comment on la mobilise, etc. Mais ne pas découvrir le travail en crise au moment de la situation, parce qu'on ne réagit pas de la même manière, on ne sollicite pas les mêmes compétences, et l'humain ne va pas réagir de la même manière quand on est un peu sous stress. Donc du coup, on considère que c'est très intéressant de se découvrir dans un univers de crise au préalable et de régler la musique de l'équipe de crise en amont, pour que justement on n'apprenne pas à se découvrir à ce moment-là. Et on a déjà eu des surprises avec des clients qui découvraient des comportements de certains collaborateurs pendant la crise. Et l'exercice de crise permet d'anticiper tout ça, à moindre mesure, mais quand même il anticipe. Voilà. Donc on travaille toujours à 2 niveaux sur les actifs et aussi vraiment l'équipe. essentiellement l'équipe. Bien sûr. Les épreuves révèlent le pire et le meilleur de chacun. Donc le fait d'anticiper permet effectivement de travailler ces aspects-là, d'être bien conscient de ses atouts, mais aussi de ses vulnérabilités. Et puis de les travailler individuellement et de les travailler en équipe. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on accompagne les CODIR. Et sur la partie communication, cette anticipation, elle est valable aussi. Parce qu'évidemment, le fait de bien connaître les communautés, on en parlait à l'instant, avec lesquelles on va interagir ou qui vont interagir avec nous, le fait d'avoir choisi des partenariats aussi qui viendront consolider notre crédibilité en temps de paix, mais aussi quand ça commence à déraper, ce sont des avantages. Ça sert à l'organisation, mais ça nous sert aussi à nous quand on les accompagne, parce qu'on les découvre aussi à ce moment-là, et puis on voit aussi le socle des valeurs qui peuvent soutenir à ce moment-là, parce que c'est important dans la décision, et des fois on peut être surpris. Tu parles des personnes que vos clients que vous accompagnez et en anticipation, et malheureusement le jour où la crise survient. Exactement. Où, par exemple, tout s'accélère en crise, et il faut que tout le monde soit raccord avec ce qu'on va défendre, et surtout quand il y a des valeurs qui sont mises en avant, parce que des fois les choix sont faits aussi avec les valeurs de l'entreprise, et ça nous va parfaitement, mais il faut que tout le monde soit raccord. Et des fois il y a des surprises, avec certains qui vont plus vite que d'autres, des choix plus radicaux, etc. Donc c'est bien en fait d'anticiper ce travail-là pour qu'on sache l'image que chacun d'entre nous va avoir dans cette situation qui nous contraint, parce qu'on change un peu nos modes de fonctionnement. Et d'un point de vue très opérationnel, du coup, c'est quoi vos recommandations pour une bonne préparation à la gestion de crise ? Alors, sur la gestion, je te laisse, et puis peut-être sur la com. Pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord faire le bilan des actifs là où on est fort et là où on a des fragilités. Et ensuite, nous, on travaille sur les scénarios de crise qu'on expose, et c'est faire des exercices. C'est mettre en œuvre le collectif pour qu'ils se rôdent et qu'ils apprennent à jouer ensemble, mais aussi prendre conscience des situations qui pourraient leur arriver. Donc les différents scénarios, ça sert aussi en anticipation aux équipes dirigeantes à vraiment sentir la situation comme elle pourrait se faire, parce que s'entendre dire dans un audit que les scénarios de crise pourraient être ceux-là, c'est une chose. Commencer à le vivre et à vivre les impacts, à sentir quel sera le poids sur l'organisation, le danger qu'elle pourra courir. On a déjà eu des réflexions en exercice qui étaient assez poignantes d'ailleurs, parce que les entrepreneurs voyaient le fruit de leur travail mis en danger. Et là, du coup, il y a eu des réactions au sein du collectif. Et ça, c'est bien d'en prendre conscience, parce que la profondeur du scénario, tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, en fait, on n'a pas tendance à vraiment l'imaginer jusqu'au bout. Donc, en anticipation, c'est bien en fait d'aller peut-être plus loin que le véridique, de façon à être un peu plus à l'aise si demain ça nous arrive, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Donc on s'entraîne au pire pour vivre le meilleur. Le meilleur, le moins pire. Pour être plus serein en fait, pour mieux appréhender son stress, parce que c'est... De toute façon, même sous stress, bien sûr. On prend rarement les bonnes décisions. Du stress, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Plus on est préparé, plus on le gérera correctement. Et puis tout ce qu'on a préparé, c'est pas si compliqué en fait d'identifier les risques susceptibles de survenir. Par contre, on ne sait jamais comment ça va se produire réellement, et ça se passe jamais comme on l'avait prévu.
prévu. Donc le fait d'être préparé en amont, ça permet quand même de mieux réagir, de se raccrocher à des réflexes qu'on a acquis à force de formation et d'entraînement et qui nous permettent quand même de mieux gérer son stress et d'être plus efficace très rapidement. Nous, on développe toujours 2 types de compétences, c'est l'anticipation et après l'adaptabilité dans la crise. Parce que comme l'a dit Fabienne, le plan, c'est le premier truc qu'on fout à la poubelle dès que ça démarre, parce que la situation, c'est pas celle qu'on avait calculée. Donc l'anticipation, c'est bien parce qu'on veut miser sur des piliers sur lesquels on saura compter ou ce qu'on n'a plus. Ça aussi, c'est pas mal d'avoir un bilan sur ce qu'on n'a plus. Et derrière, c'est rester adaptatif. Donc on travaille toujours les 2 côtés. L'anticipation permet aussi d'être plus adaptable dans la crise à ce moment-là, plus d'adaptation. Voilà. Et vous formez que les CODIR ? Non. Alors, c'est les équipes de crise. Alors, en général, ce sont les CODIR. Ça dépend de la structure de l'entreprise. C'est plus elle est grosse, et plus ce sont les CODIR. Sinon, c'est une équipe de crise proprement dite. On travaille aussi sur la situation sensible. Donc là, c'est pas forcément une équipe de crise. Et c'est pas une crise à proprement dit. C'est avant que la crise se déclare. Une situation qui nécessite quand même d'avoir une gestion, qui aura des impacts, mais pas au niveau de la crise. Donc, on essaye, en fait, plutôt de la circonscrire et d'éviter qu'elle se développe en crise. Là, c'est des plus petites équipes. En général, un cadre qui est responsable avec les spécialités qui sont intéressées dedans. Donc, c'est des plus petits formats. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait la même logique que la crise où là, on a les moyens complets, on sollicite tout. Bah, là, non, en fait, ça reste sous surveillance avec une équipe dédiée qui s'en charge. Souvent, la direction garde un œil dessus, mais c'est pas elle qui s'en charge. Voilà. Okay. Donc, on gère aussi ça. Et en termes de préparation à la communication, comment est-ce que vous formez les équipes de CODIR comment est-ce qu'on prépare une bonne communication de crise en amont ? Alors, une bonne communication de crise en amont, c'est déjà bien identifier les principales parties prenantes qui vont interagir en fonction des différents risques, des différents scénarios qu'on a identifiés, et de voir quels sont les profils de ces parties prenantes. Est-ce que ce sont plutôt des alliés, plutôt des contradicteurs, et les contradicteurs nous enrichissent aussi en fait de leur perception. Donc ils sont au contraire en fait, ce sont des contradicteurs qui peuvent être extrêmement utiles pour consolider la communication de crise finale, parce que l'erreur que l'on repère parfois dans certaines organisations, c'est que comme elles n'engagent pas de relation avec des contradicteurs un peu classiques, elles les nient complètement. Oui. Et personnellement, en fait, j'ai toujours considéré que la négation d'une partie prenante était pire que de l'impliquer en partie, consciemment ou inconsciemment. Donc, premier point, analyser en permanence le contexte dans lequel on est. Identifier les principales parties prenantes, leur profil, comment les impliquer en temps de paix pour travailler la relation et ne pas être dans la découverte de tous les acteurs qui vont interagir le jour J. Voilà, ça c'est important. Ensuite, préparer les porte-paroles internes. Je dis les parce qu'on n'en a pas forcément qu'un, c'est pas forcément que le patron comme je disais tout à l'heure. C'est tous ceux qui, en fonction des scénars susceptibles de se produire, ceux qui auront la crédibilité suffisante pour pouvoir porter le message de l'entreprise. On fera aussi très attention à avoir des messages qui soient factuels, qui soient crédibles aussi. Ouais. Donc composés d'éléments dont on pourra faire facilement la démonstration, y compris côté relations médias. Et tout cela permet quand même d'avoir une communication la plus efficace possible. Chez les clients qu'on accompagne, des fois, on a quand même des grosses dissonances entre la réalité de l'équipe technique qui est en train de traiter de manière très opérationnelle la crise cyber et la partie plutôt communication que ce soit interne avec les équipes et du coup portées plutôt par la DRH et les équipes de com externes. Comment est-ce qu'on arrive à un peu équilibrer ces différentes parties prenantes dans une cellule de crise, avec souvent la partie technique qui va s'inquiéter de l'opérationnel, qui ne va pas forcément être en phase avec la communication sur laquelle on veut parler. Je ne sais pas si vous avez... Bien sûr. Oui, en fait, je dis souvent qu'une entreprise, elle n'a pas le monopole de sa vérité et que la vérité, c'est une construction. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'être hyper coordonné sur le canal et le message.
Donc, et autant en interne qu'en externe. Donc, d'abord communiquer en interne, ce qui permet de tester aussi les collaborateurs sur certains messages, de les considérer aussi, parce que en fonction d'une crise, ils peuvent être plus ou moins impliqués et directement concernés, et avoir très peu de relais. Mais des relais opérationnels qui sont clés, éviter de multiplier les canaux, et à l'externe, idem, quitte en fait à réduire la voilure, parce que bon, aujourd'hui on est quand même avec une pluralité de réseaux sociaux aussi pour toute entreprise, donc si on n'a pas la capacité de communiquer sur tous les canaux à la fois, autant réduire la voilure, le faire savoir, et communiquer prioritairement sur un canal, et pareil pour les porte-paroles, pour éviter des dissonances qui seront autant de failles pour les médias, pour tout contradicteur potentiel. Ça nous est déjà arrivé aussi d'apporter, on va dire, une aide aux équipes techniques pour qu'elles soient en capacité de communiquer sous un langage qui est compréhensible par tout le monde. Parce que des fois c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, tu parlais du RH tout à l'heure, mais ça peut être un communicant pur qui, lui, va pas entendre ces termes techniques et va vouloir rester sur son vocabulaire qu'il a d'habitude. Et donc, du coup, on essaye en fait d'amener aux équipes techniques des outils qui permettent en fait de communiquer plus efficacement et qui ressemblent quand même beaucoup à ce que font les journalistes ou autres. C'est un message un peu pré-mâché, mais qui en fait des éléments de langage. Exactement. C'est presque ça. On parle de messages essentiels dans ces trucs-là. Puis après, on insiste beaucoup aussi sur la coordination. Il y a un poste qu'on met beaucoup en avant sur le coordinateur de crise, qui lui est vraiment le garant de la centralité de la stratégie. C'est ça, en fait. C'est aussi au-delà de comment est-ce que je délivre le message, c'est comment est-ce qu'on aligne nos messages. Exactement. Parce qu'on ne va pas forcément avoir le même regard sur la crise quand on est un RSSI, quand on est un DPO, que quand on est le porte-parole de l'entreprise. Et donc, des fois, c'est un peu difficile d'aligner les... Mais après, la crise, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas le monde des bisounours. Ah bon? Non. Et pour nous, c'est plutôt un management qui est plutôt vertical, avec chacun sa responsabilité. Voilà, exactement. Et donc, du coup, l'avoir de manière verticale, ça permet, parce que tout le monde a un avis objectif de savoir comment faire, et chacun pourrait avoir raison, c'est ça le pire. Mais ce qui définit la bonne gestion de la crise, c'est en fait savoir mettre en œuvre, déjà savoir expliquer comment on veut faire, et puis savoir avoir une logique de mise en œuvre qui est bien réglée. Et donc il faut qu'elle soit centralisée, cette logique. Voilà. Et cadencée. Exactement. Ouais, complètement. Et traduite. On va décoder les perceptions du terrain, on va décoder les langages techniques quand il y en a, et puis on a une info déjà. Et on va traduire. C'est compliqué. Et on va traduire en un message clé qui aurait été tranché par le dirigeant. Exactement. En tout cas par la personne qui aurait été identifiée comme. Qui prendra la responsabilité finale en fait de la décision. Complètement. Au-delà de la nécessité de la prise de décision, comment est-ce qu'on gère justement l'absence d'informations sur lesquelles se baser pour communiquer? Si demain, mon SI il est complètement éteint, l'ensemble de mes clients ne peuvent plus me joindre, comment est-ce qu'on arrive à gérer ce timing où on n'a justement pas vraiment d'informations, mais qu'en même temps, il faut quand même qu'on communique, parce qu'on ne peut pas rester dans le... Avant de communiquer, pour moi, il y a un état des lieux, parce que c'est le moment où en fait l'incertitude elle se présente là. On ne sait pas ce qui va se passer, et surtout on n'arrive pas à mesurer les impacts, et ça commence à inquiéter tout le monde. C'est là que le stress monte, etc. Pour moi, en fait, dans ces moments-là, c'est là qu'il faut insuffler une dynamique aux équipes pour pas les laisser en fait justement tomber dans cette quiétude de l'incertitude. Et il faut insuffler une dynamique. Et ça veut dire donner un premier cap qu'on va pouvoir réviser, ça c'est sûr, mais pas laisser sans quelqu'un à la barre. C'est-à-dire, c'est un grand cap décidé. C'est pour ça que je parlais des valeurs tout à l'heure, c'est que dans le départ, ça aide beaucoup. Parce que, en fait, c'est les valeurs qui portent l'entreprise, on sait comment on va prendre la décision, et en fait, ça aide à prendre un premier cap qui n'est pas celui le définitif, mais qui aide à remettre une dynamique de jeu dans l'équipe, justement pour, au final, essayer de reprendre pied dans la crise et pas, justement, la subir complètement. Et la com, elle aide à ça, derrière. Ouais. On n'est pas en communication, on n'est pas tout de suite obligé de fournir une explication. On peut déjà commencer par un constat,
qui permet en interne après de faire la clarté de ce qui est en train de se passer, un constat et valoriser les actions qui sont engagées. Et puis après, donner un rendez-vous pour apporter des précisions. Et ça permet quand même d'être réactif, tout en étant attentionné à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'on n'en est pas sûr. Mais ce que en communication, par contre, il y a un principe, c'est de dire que on n'est pas obligé de dire toute la vérité, mais on ne dit que la vérité. Ouais. Donc voilà, on va y aller de manière séquentielle. Okay. En gros, un des principes, c'est que dans les armées, on parle quand on subit quelque chose, on est subitateur. Ça veut dire c'est vraiment la chose qui nous tourne dessus. C'est pas super comme c'est pas super comme posture. Non, justement, en fait, c'est ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire on reprend pied dans la crise, donc avoir une dynamique en fait avec un premier cap qui encore une fois sera pas le dernier, mais ça permet en fait de pas subir et vraiment pas se mettre dans la peau de celui qui subit. Et au travers de la com, c'est pas paraître celui qui subit aussi. Il faut être maître du message qu'on... Exactement. Ouais. La com de crise, c'est une communication d'influence où on va essayer de renverser l'instabilité. À un moment donné, au début, on subit tout, mais l'idée, c'est quand même de transformer les choses pour être de nouveau acteur de ce qui est en train de se passer et nous montrer que, ok, on sait peut-être pas tout, mais on est en train de bosser dessus. Donc maintenant, donnez-nous le temps de faire la clarté de ce qui se passe. Voilà le constat, voilà ce qu'on est en train de faire et la suite bientôt. Au-delà on a parlé de la phase de préparation, de la phase de la gestion, quid du rétex. Je sais que souvent chez nos clients, on a du mal à aller jusqu'au bout. Nos clients... Voilà, on a tous envie de faire un rétex et puis tout d'un coup, c'est plus la priorité. Finalement, on n'a pas forcément envie d'analyser ce qui n'a pas forcément bien marché. Je suis quand même complètement persuadée que c'est un des éléments clés pour gérer d'autant mieux la suivante. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, à vos clients sur la partie rétex ? Comment est-ce que qu'est-ce qu'un rétex réussi ? C'est déjà un rétex. Pourquoi on fait un rétex ? C'est aussi pour clôturer la crise. Ouais, bien sûr. Et aussi l'apprendre, c'est-à-dire faire un bilan sur les différentes phases de la crise. Il y a la phase des événements qui se sont passés, mais aussi le retentissement sur les collaborateurs. Ça, souvent, c'est pas exploité. C'est même pas étudié. Et le retentissement, en fait, il y a la crise, l'après-crise. Et l'après-crise, souvent, moins il y a eu de rétex, plus il est long. Ouais, bien sûr. Et en fait, on va se traîner les casseroles de ce qu'on n'a pas soldé dans cette crise. On n'est jamais parfait en crise, mais faire le bilan et reconnaître en fait qu'il y a eu un impact sur les équipes qui se sont mobilisées, saluer leur travail, saluer la fatigue, voir à quel point ça les a impactés. Certains ressortent épuisés, puis après il faut tout de suite reprendre il faut rattraper ce qu'on n'a pas pu faire pendant la période de crise. Donc au moment où on ralentit, faut se remettre à galoper parce que y a tout le travail qui a été mis à l'écart, qu'il faut reprendre, et ensuite on passe par-dessus et en fait on continue. En fait c'est typiquement l'événement traumatique qu'il faut digérer, et pour le digérer, il faut revenir dessus, laisser les gens s'exprimer, aller dans tous les petits détails qui n'ont pas été dits pendant la crise, parce que les gens se mobilisent vraiment, il n'y a pas de mauvaise volonté dans la crise, ils sont tous vraiment en volonté d'y être, et parfois il y a des idées qui se créent, des croyances qui se fabriquent pendant la crise et qui ne sont pas digérées. Une fois on a vu des collaborateurs qui pensaient se faire virer parce qu'ils pensaient ne pas être à la hauteur dans la crise, alors que le patron pensait vraiment l'inverse. Au contraire, lui, il voulait les féliciter parce qu'ils avaient bien donné dans la crise, ils étaient très performants, mais cette croyance s'est installée et ça n'a pas été digéré. Et ça, c'est dommage parce que derrière, en fait, le retentissement sur les équipes, il va rester ça. C'est quelque chose qui va rester. Et une espèce de mémoire aussi de la crise qui va faire que quand on va se rappeler l'événement, on va se rappeler ce malaise qui va rester perpétuel un peu dans l'entreprise, qui n'est pas digéré. Donc pour moi, il y a un rétex, ça sert aussi à s'améliorer, mais surtout à solder aussi tous les niveaux de la crise, y compris celui de l'humain, qui est très important. Et en com, c'est pareil. En fait, les épreuves, elles peuvent être clivantes, mais elles fédèrent aussi. Bien sûr. Donc, on parle toujours de la réputation en situation de crise, mais je trouve que le ciment le plus important, c'est la confiance. La confiance dans ses collaborateurs, qui peut être égratignée, effectivement, comme le disait Frédéric à l'instant, mais idem aussi avec ses clients. Mais le rétexte, il est aussi basé pour
reconsolider la confiance avec tous ses partenaires finalement. Donc, faut pas louper le rétex. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir le faire parce que soit ça s'est pas bien passé et on veut plus en entendre parler, soit ça s'est bien passé, donc pourquoi on ferait un rétex. Sauf que chaque crise, même si il y a un dénominateur commun qui peut être, on s'est fait taper dessus, enfin on s'est fait hacker, mais chaque contexte est tout le temps différent. Encore une fois, c'est pas un événement, c'est un contexte avec plein de facteurs différents. Donc, en communication, je vais attacher de l'importance, moi, à l'actualité concurrente qui peut-être a fait que j'avais moins de médias mobilisés que si ou plus, à contrario. Peut-être que j'ai eu que des médias régionaux et pas nationaux. J'ai peut-être eu en fait un client influenceur dont la réaction a amplifié ou pas en fait le sujet qui est venu peut-être en renfort. En tout cas, tous ces éléments-là, c'est hyper important de se le dire, de les formaliser parce que 1 an plus tard, si la boîte se fait de nouveau taper, ce sera forcément un contexte complètement différent. Et ce qui a marché ou pas à l'instant T ne sera pas du tout en fait à reproduire parce que le contexte sera différent. Non, c'est sûr. Et l'aspect humain de la crise, je trouve que c'est assez visible à chaque fois qu'on gère une crise cyber chez un de nos clients. L'impact que ça a sur les salariés qui se disent c'est peut-être moi qui ai cliqué sur le mauvais. Surtout quand on n'a finalement pas d'informations sur la base de la faille exacte. Je trouve que ça a en effet un impact assez psychologique assez important. Et même quand on a quand on sait d'où vient, en tout cas d'où est rentré le hacker, on a un vrai impact psychologique sur la personne qui finalement a fait... Il y a eu des espèces d'études qui ont montré que c'était un peu comme un cambriolage en fait. Voilà, on rentre dans l'intimité parce que son système d'information, on en prend soin, on essaie de le protéger, on construit toutes les barrières. Et puis quand il y a quelqu'un qui rentre quand même, c'est un peu comme un cambriolage, il est rentré dans votre propre intimité. Et ça, c'est perturbant. Donc déjà, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis du cœur à l'ouvrage à protéger l'édifice et qu'en fait, les hackers ont quand même réussi à passer les barrières. Et de deux, il y a une notion de responsabilité dont tu as parlé là qui nous paraît hyper centrale parce que des fois, on a une espèce de chasse aux sorcières à savoir qui a perdu la clé tout de suite. Qui a perdu la clé. Et ça, c'est pas productif pendant la crise. Ok, il y aura un état des lieux qui sera fait à la fin, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de répartir la responsabilité parce que toutes les classes ont une part de responsabilité, autant les collaborateurs. C'est vrai que si on clique sur un mail, c'est pas très pro, mais en même temps, à quelle hauteur a été faite la sensibilisation, la protection, à quel budget on a pour faire monter cet édifice, etc. Donc, la répartition de la responsabilité, elle est aussi à travailler dans ce retour d'expérience, de façon à ce qu'on n'ait pas une chasse aux sorcières et que ça soit quelqu'un à qui on reporte toute la faute, parce que ça, c'est trop facile aussi des fois. Et qu'en fait, la crise, elle est collective, les causes sont toujours collectives. Il n'y a pas une personne à cibler, à moins que ce soit de la malveillance établie. Oui, bien sûr. Voilà. Mais quand c'est de la malveillance interne, a priori, en effet... Non, et puis on en sort toujours plus vainqueur quand toutes les parties, en fait... prennent leur part de responsabilité. Exactement, et travaillent à ce que ça soit... L'objectif, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, et c'est pas tant ce qui s'est passé hier. Je crois même en communication, sacrifier très rapidement quelqu'un sur l'autel de la com de crise, c'est pas forcément... c'est pas forcément à l'avantage de la structure qui gère. Non, le transfert... Donc, vaut mieux... chaque chose en son temps, faire la clarté sur les responsabilités à la fin, et puis si possible le faire par une entité dont c'est le job de le faire, mais pas se précipiter là-dessus. C'est un peu trop facile, mais un réflexe qui est parfois pris. Après, dernier truc que je dirais sur le REX, c'est que c'est aussi le moyen de ramener un peu de positif là-dedans. Parce que la crise, c'est un incubateur de compétences. Et du coup, il y a souvent des choses qui se révèlent pendant la crise et des choses positives. Et du coup, c'est bien, c'est le moment de le souligner. Exactement. Et le travail de certains collaborateurs qui se révèlent complètement pendant la crise, qui peuvent paraître des fois un peu effacés dans le milieu du quotidien, mais qui en crise, en fait, ils restent calmes, ils ont les bonnes réactions. Et du coup, ça, c'est des compétences qui s'acquièrent ou qu'on a déjà, mais qu'on révèle à ce moment-là. Et le REX, c'est aussi, le retour d'expérience, c'est aussi le moment aussi de féliciter les gens et de montrer, en fait, ce qui est positif et là où on devrait aller. Bien sûr, un peu, se dire, ok, demain, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus, et si ça réarrive, en tout cas, on est mieux armé pour le gérer, quoi.
Il y en a qui s'en sortent. La crise. C'est pas toujours négatif. Non, c'est pas toujours négatif. Des fois, c'est un côté amusement, mais c'est un peu limite des fois. Ça dépend. Mais globalement, en fait, c'est pas toujours une guerre, c'est aussi un jeu. C'est un jeu stratégique, mais c'est un jeu aussi où on apprend à développer certaines parties d'un point de vue plus stratégique et avec plus d'enjeux, c'est vrai, et de l'attention, mais c'est aussi ce qui donne son attrait aussi à la crise et à travailler dans ce milieu-là, c'est que il y a des choses qu'on peut acquérir au fur et à mesure qui sont intéressantes et qui deviennent transverses aussi dans la gestion de l'entreprise au quotidien. Donc c'est pas toujours négatif. Pas toujours négatif. Non, au contraire, c'est un bon révélateur de compétences, comme dit D'ailleurs, Frédéric. ce qu'on dit à nos clients, on vous souhaite de belles crises. De bien les gérer par contre. Mais ça aussi parce que, encore une fois, c'est plutôt des fois profitable à certaines entreprises. Donc c'est parfois dur, mais des fois, elles arrivent même parfois au travers de leur communication à reprendre un peu le leadership dans leur partie de marché. Ça leur arrive de aussi se saisir de l'occasion de la crise pour prendre un avantage, par exemple. Il faut saisir ça, tenir, il faut le transformer. De toute façon, on n'a pas le choix. Exactement. On doit la vivre, donc voilà, l'épreuve est là. Subir. Exactement. Donc autant la transformer en opportunité, de se renforcer structurellement, de développer des compétences par rapport à celles qui sont révélées, de capitaliser dessus et puis. On est sous les feux de la rampe, donc tant qu'on est écouté, autant en profiter. Exactement. Si vous avez un conseil, top 1 du conseil pour la bonne gestion de crise, une bonne com de crise, ou en tout cas... Anticiper les scénarios et anticiper sur la préparation des équipes. Pour nous, le central, encore une fois, la résilience, ça passe par l'humain. Un peu technique, c'est vrai. C'est toujours bon à apprendre et ça aide beaucoup, mais la résilience, c'est l'humain. Donc pour nous, c'est travailler les équipes. Travailler les équipes et après faire confiance en l'intelligence collective de ces équipes parce que encore une fois, comme on a dit, c'est un incubateur de compétences. Ces équipes, comme il y a un collectif, il va forcément se révéler face à l'épreuve. Donc, et c'est un collectif interne et externe parce que on est là aussi pour accompagner ces structures à mieux faire face à ces difficultés. Il faut savoir s'appuyer sur un réseau d'experts techniques et de com. En moyenne, les dirigeants, ils sont quand même assez compétents. Je veux dire, la crise, c'est... Heureusement. Mais c'est pour dire qu'en fait, des fois, on donne un coup de pouce, mais après, ils sont quand même assez... ça part assez vite. Voilà. Ils peuvent être déstabilisés au départ parce que c'est pas la logique la même que la gestion quotidienne, la gestion stratégique. On a plutôt tendance à travailler sur une stratégie long terme que... donc la logique est différente, mais quand on leur remet cette logique et qu'on leur donne les outils, après ça roule assez vite. On n'est jamais tombé sur des gens qui pétaient des plans complets ou qui se cachaient dans des placards ou... je sais que ça arrive à d'autres. On espère, ça arrive, c'est sûr. Mais du coup, il y a quand même un bon sens. Et il suffit simplement de donner ce coup de pouce pour qu'il arrive au bon moment. Oui, à un moment, il faut savoir gérer son stress. C'est ça. Oui. Il y a une logique dans la déstabilisation, en fait. Oui. C'est la même chose en égo de crise, ça déstabilise quand, par exemple, vous avez un humain qui menace de mort un autre. Les logiques ne sont pas comprises. Mais quand on explique ce qui se passe d'un point de vue psychologique dans la tête de chacun, de la victime et de l'agresseur, et celui qui va gérer, en fait, on remet une certaine logique. Et en fait, quand on sollicite le cognitif, on redonne de l'élan, en gros, et c'est sur quoi on va capitaliser pour avoir de l'effet. Et en fait, ces logiques, elles ne sont pas intégrées chez tout le monde, et c'est normal, on ne se fait pas menacer de mort tous les jours, heureusement. Donc, quand on remet cette dynamique et cette logique, en fait, les gens, ils saisissent et ils s'en emparent, et puis ils jouent avec. Donc, c'est juste leur mettre le pied à l'étrier, puis après, ça démarre. Voilà. Ok. Donc c'est finalement une bonne crise vaut mieux que parfois positif. C'est ça qu'on va retenir. C'est challengeant. Après, à un moment donné, il faut transformer les épreuves. Exactement. Donc mieux vaut les prévoir, s'y former, et puis être en capacité de mieux faire face quand la crise survient. Super. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Non. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience. Merci. C'est super intéressant. Merci.